bourse en temps réel. Et c'est du côté de l'Amérique, ça va se passer. Donc décision de Donald Trump à 20h pour nous, heure française, sur le dossier iranien. On va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui est avec nous depuis New York. Bonjour Grégory, pour l'instant c'est calme, on va le dire comme ça, sur les marchés américains. Oui, mais pour combien de temps, Grégory? C'est toute la question, hein. C'est exactement ça la question. On vient d'apprendre qu'à l'instant, Donald Trump est en train de parler à Emmanuel Macron. Donc, on peut imaginer qu'il l'avertit de la décision qu'il a prise vis-à-vis de l'accord avec l'Iran. Ça sera en gros assez intéressant de voir si les Français vont avoir une réaction une fois qu'ils ont la nouvelle en primeur, je dirais, parce qu'autrement il faut attendre encore 4 heures avant le discours de Trump. Donc ça c'est quelque chose à surveiller. Peut-être qu'il va y avoir des fuites. Mais est-ce que le marché a vraiment peur? Je dirais non. Le marché ne se fait pas trop peur pour une raison assez simple, c'est que on sait en gros que Donald Trump va retirer les États-Unis de l'accord, mais en même temps, il va ouvrir une certaine porte à renégocier cet accord, même si on imagine que ça va être extrêmement difficile. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il va dire que avant de remettre en place les sanctions, qui sont des sanctions importantes de la part des Américains, il y aura toute une période justement de négociation. Et je pense que c'est ça qui rassure, en tout cas pour le moment, le marché, c'est que même si les États-Unis se retirent, c'est pas demain, tout d'un coup, que les sanctions économiques contre l'Iran, mais surtout les sanctions contre les compagnies qui font du business avec l'Iran seront rétablies. Il y a évidemment beaucoup d'interrogations, Grégory, sur le fait de savoir comment pourraient, en fonction de l'annonce de Donald Trump, bien sûr, réagir les marchés pétroliers. Là, on voit un Brent qui est toujours au-dessus des $75, un WTI qui est proche quasiment des $70. Bon, certains nous disent il faut s'attendre, pourquoi pas, à une explosion rapide des cours si Donald Trump sort l'Amérique de l'accord. D'autres nous disent il y a déjà des choses dans les cours. Qu'est-ce qu'on en dit chez vous précisément ? Ben voilà, c'est exactement ce qu'on en dit. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent le pétrole va monter et il y a ceux qui disent le pétrole va baisser. Donc c'est extrêmement difficile. Si on regarde hier la réaction du marché justement des carburants, quand on a appris que Donald Trump allait annoncer aujourd'hui donc sa décision sur l'accord avec l'Iran, le pétrole a baissé. Donc c'était ce qu'on appelle sell the news. Est-ce que le pétrole va continuer à baisser? C'est même pas impossible. Si on regarde par exemple dans le S&P, le secteur qui a le mieux performé, qui s'est porté le mieux depuis le début de l'année, c'était justement le secteur des compagnies pétrolières, avec ce cours du pétrole en hausse de 14% depuis le début de l'année. Donc tout ça, c'était en gros acheté avant la nouvelle, prévoir peut-être que il y aura des nouvelles sanctions qui vont retirer, et l'estimation en gros est 500 000 barils par jour du marché global. C'est pas vraiment énorme, mais je dirais même on peut imaginer, je pense que le pétrole ne réagira pas vraiment tout de suite, qu'il faut attendre un tout petit peu de voir justement si des sanctions nouvelles vont être appliquées pour avoir une idée sur justement les chiffres de production et l'impact que ça aura sur le cours du baril. Bien, donc décision attendue à 20h et puis qu'on suivra évidemment en direct sur BFM Business. On parle un peu business, entreprise justement, Grégory, parce que Comcast est là. Et Comcast s'apprête à retourner au combat sur Fox avec une offre de 60 milliards en cash. C'est plus que l'offre de Disney, visiblement, Grégory, hein. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement c'est plus que l'offre de Disney, c'est 8 milliards de dollars de plus, mais c'est la deuxième offre que fait Comcast pour justement Century 20 Fox et pour les assets de Fox. Et c'est la deuxième fois, s'ils font cette offre, qu'ils risquent d'être tout simplement, de voir cette offre refusée par Rupert Murdoch. Pourquoi? C'est parce que Rupert Murdoch, en vendant sa compagnie à Disney, qu'est-ce qu'il va toucher? Il va pas toucher de l'argent. Rupert Murdoch n'a pas besoin d'argent. Il va toucher des actions Disney. Il va devenir un actionnaire très important de Disney. 20% du capital de Disney sera dans les mains de la famille Murdoch. Et c'est ça qui intéresse vraiment les Murdoch. Je pense pas que les Murdoch ont envie juste d'avoir 60 milliards de cash. Souvenez-vous ce que disait Warren Buffett. Le cash, c'est le pire des investissements. Et c'est vrai, actuellement, c'est très difficile d'avoir du cash. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour Comcast, qui n'a pas une action qui est attirante pour Murdoch, en plus, l'action Comcast a été pratiquement divisée par deux en une année, quoi qu'il paye, ça suffira pas vraiment, je pense, à susciter un intérêt important pour Fox, pour Murdoch. Ça poussera peut-être Disney à remonter un peu son offre, mais je dirais c'est extrêmement intéressant. Et l'autre chose, surtout,
c'est qu'on aura beaucoup plus d'idées comment ce paysage de l'audiovisuel va se recréer aux États-Unis une fois que la décision du département de justice aura été prise sur l'offre qu'a fait AT&T sur Time Warner, parce que ça c'est une grosse intégration verticale. Si le département de la justice américain bloque la reprise de Time Warner par AT&T, c'est évidemment un mauvais signe pour toutes ces spéculations sur d'autres consolidations dans le secteur. En quelques mots, qu'est-ce qui différencie les offres, celles de Disney et celles de Comcast sur Fox aujourd'hui, Grégory? Oui, donc en deux mots, d'un côté Disney amène des actions, donc il paye en actions. Ça veut dire que Rupert Murdoch et les actionnaires de Fox vont recevoir 52 milliards de dollars en actions Walt Disney. Il n'y a pas un centime de cash. Donc ils vont devenir, en vendant Fox, actionnaires de Disney. Alors que Comcast, ils sont en train d'emprunter, d'essayer d'avoir des lignes de crédit et qu'est-ce qu'ils donneraient aux actionnaires? Ils donneraient du cash. Donc, comme je le disais, c'est une différence absolument énorme. C'est de savoir si on vend sa compagnie, est-ce qu'on veut la vendre pour de l'argent ou est-ce qu'on veut la vendre, en gros, pour avoir la participation qui est quand même dans une compagnie Disney qui est appelée sûrement à être un des médias dominantes sur les 10 prochaines années dans le monde, si ce n'est un des 2 ou 3 plus gros médias, ce qu'il est pratiquement déjà. Et ben voilà pour Comcast, donc, avec cette offre à 60 milliards tout en cash. On va dire un petit mot de Snap. Alors encore une mauvaise nouvelle pour Snap, hein, qui connaît un véritable chemin de croix depuis son IPO, qui perd son directeur financier, qui est remplacé par un ancien d'Amazon. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, Grégory? En tout cas, le marché a l'air d'être plutôt content ce matin. Je dirais pas que le directeur financier de Snap est responsable des problèmes de Snap, mais c'est vrai que quand ils ont publié leurs résultats, ces résultats financiers étaient tellement décevants, avec par exemple une projection qu'il n'y aurait pas de cash flow positif avant 2021, et je faisais un peu la plaisanterie de dire qu'en 2021 Snap n'existerait plus. Donc pourquoi est-ce que les investisseurs sont contents? C'est pas une plaisanterie, Grégory, la personne qui va remplacer ce CFO on ne sait pas. Ça peut être une plaisanterie ou ça peut être la réalité. Mais qui va remplacer le directeur financier de Snap? C'est un ancien de Amazon qui a passé pratiquement 30 ans chez Amazon dans des fonctions très importantes et qui était d'ailleurs en charge justement de la réorganisation et de l'assimilation de Whole Foods dans le conglomérat Amazon. Donc quelqu'un d'extrêmement respecté, et de se dire que cette personne qui vient directement d'Amazon, qui est quand même la compagnie sûrement la mieux gérée au monde dans ce domaine, et qu'il ait eu chez Snap, ça donne un tout petit peu plus confiance, je dirais, dans Snap aujourd'hui que hier. C'est pour ça que je crois que l'action monte 1 ou 2%. Ça va pas vraiment changer les choses, parce que le problème de Snap n'est pas vraiment un problème financier. C'est un problème qu'ils n'arrivent pas à monétiser leur publicité, et qu'ils arrivent surtout pas à faire croître le nombre d'utilisateurs qui ont l'air plutôt de se désintéresser de Snap en trouvant que l'application est trop compliquée, trop difficile à utiliser, et les jeunes qui utilisent ce genre d'application préfèrent évidemment de très très loin par exemple Instagram. Ouais, ça reste le gros souci de Snap, qui s'est remise en question, qui a revu les choses de fond en comble, mais qui n'arrive pas à faire augmenter de nouveau le nombre d'utilisateurs. Merci beaucoup Grégory Volokin avec nous comme tous les jours, hein, le président de Mescart Financial Services en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Grégory. 16h11, on fait un petit point sur les marchés. Paris, donc le CAC 40, je vous le disais, qui en ce moment perd 0,31%. Le CAC 40, 5514 points. On regarde rapidement les valeurs qui se